politique reste un défi pour tous, bien entendu. Mais comment relever ces défis si tous n'avons pas le même entendement, si pas la même définition de ces concepts? Madame, Monsieur, l'année 2023, c'est une année électorale et vous le savez, beaucoup de jeunes ne jurent que par le renouvellement de la classe politique. Mais est-ce que ce renouvellement est compris tel que défini par l'auteur, ou il y a une autre définition que chacun apporte à ces concepts? Et pour parler de ces sujets d'actualité, j'allais dire, nous avons le plaisir de recevoir un jeune. Il est jeune, le président, qu'est-ce que je dis, secrétaire exécutif national adjoint en charge de la jeunesse et du parti Alliance des Congolais progressistes ACP, parti cher au gouverneur Gentini Ngobila. Il s'appelle Jonathan Kalumba. Bonsoir et bienvenue. Comment vous allez? Ouais, très bien, vous-même. Merci. C'est un plaisir de vous installer. Un grand plaisir en tout cas. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, tous les jeunes aujourd'hui, ou presque, ne parlent que du renouvellement de la classe politique. Est-ce que c'est la même définition que j'ai ou vous avez une autre définition? Qu'est-ce que vous entendez par le renouvellement de la classe politique? Non, mais personnellement, je pense que c'est un concept pas tabou, mais comme l'on connaît si bien, il y a des adages qui l'ont cité aussi, une génération s'en va et une autre vient, c'est la Bible même qui le dit. Donc je pense que dans chaque pays, dans chaque société, il est toujours important d'avoir un nouveau souffle, d'avoir un vent nouveau qui peut permettre à ce que les choses soient vues d'une manière différente. Donc, pour moi, le concept du changement de la classe politique, c'est un concept d'ailleurs très important. Et moi, je parlerai aussi d'ailleurs du rajeunissement même de cette classe, hein, vraiment d'un renouvellement, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle façon de voir le jeu, d'une nouvelle orientation même, qui va conduire à un changement radical du système politique congolais. Voilà, vous savez, parler du système, c'est d'ailleurs là où je voudrais qu'on se base plus. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du changement ou du renouvellement de la classe politique, beaucoup font allusion au changement des visages. Donc, on peut amener des jeunes dans un système qui existe déjà. Concrètement, on n'aurait pas changé le problème. Mais est-ce que, quand vous parlez du système, c'est quoi le système que les jeunes politiques veulent amener aujourd'hui? Parce qu'on a vu plusieurs qui se sont pratiquement retrouvés dans le même système et ils sont restés, ils n'ont pas pu apporter quelque chose de nouveau. Personnellement, dans toutes mes interviews ces derniers temps, j'évoque un concept d'une génération alternative. Par là, qu'est-ce que je veux dire? En parlant d'un système, on voit une philosophie, on voit un concept, on voit une démarche bien définie dans ce système-là. Et il est totalement prouvé que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous évoluons dans un même système politique, une même philosophie politique où c'est question de faire le pouvoir. Pour le pouvoir, c'est question au-delà que je m'y mette, c'est question de faire les choses pour son bien personnel, pour son bien de particulier et de sa famille, et non pour l'intérêt général de la population. Donc une répartition équitable des biens dans la société. Donc c'est cette philosophie aujourd'hui qui n'est pas mise en œuvre dans notre société. Et moi je pense qu'on parle du renouvellement de la classe politique, on parle aussi d'un changement de philosophie, un changement de concept, un changement de perception de la part de cette nouvelle génération qui peut apporter un nouveau souffle et une certaine façon de faire différente de nos générations précédentes. Ces jeunes qui sont aux côtés des vieux, les vieux qui le veulent à tout prix remplacer. Vous pensez vraiment, très sérieusement, qu'ils vont vous laisser la main libre ou ils vont vous rendre la tâche facile? Non, mais on est jeune, bien sûr. C'est pratiquement un duel. Mais bien sûr, moi je me dis, j'ai l'impression que les jeunes sont en train de... Je vois la politique comme un jeu d'échecs. Je vois la politique comme un jeu de stratégie.
Nous ne sommes pas là pour nous faire des cadeaux. Entre nous soit dit, nous ne sommes pas là pour se faire des cadeaux. Personne ne laissera sa place aussi facilement pour que tel, parce qu'il est jeune, pour que tel, parce qu'il veut le rajeunissement, qu'il vienne le remplacer. Il est question des compétences, il est question de dynamisme, il est question de faire ses preuves. Voilà pourquoi vous nous voyez aujourd'hui, la plupart des jeunes en train de descendre sur terrain, même avec cet aspect aujourd'hui des processus électoraux. On voit les différents enrôlements. Je ne parlerai pas de campagne, mais je parlerai d'une manière. On sent d'ailleurs le CESAC à éveiller la conscience même de la population, pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il est question de voir les choses différemment. Il est question de donner de la chance, de donner l'opportunité à ceux qui peuvent ramener le pays à un certain niveau, et un niveau où nos générations qui vont suivre seront fiers de nous. Mais comment arriver, comment y parvenir lorsque vous avez des mentors? Les mentors dont vous avez aujourd'hui, ce sont ces mêmes vieux que vous critiquez, dont le système ne vous plaît pas, vous comptez le remplacer. Et ces mêmes mentors, ce sont eux qui financent la plupart de vos activités politiques. Comment est-ce que vous comptez faire du neuf avec du vieux? Écoutez, moi je prendrais le cas de mon exemple. Je prendrais mon cas pour ne pas parler des autres. Aujourd'hui, moi je travaille avec le gouverneur Gentilly Ngobila. C'est lui aujourd'hui mon mentor politique, mon guide dans son parti. J'ai adhéré à son parti par conviction, par idéologie d'abord. De la social-démocratie, parce que j'y crois à une répartition équitable de biens dans une société. Donc une progression, vous voyez, dans la façon de faire, dans la démocratie, dans le système politique, il faut qu'il y ait du progrès. D'abord, c'est le premier aspect qui m'a particulièrement touché, qui m'a orienté à rejoindre son camp politique. Et deuxièmement, c'est la personne de M. Gentilly Ngobila, qui est une personne, je parlerai d'un tacticien. Je parlerai tacticien, il est très d'un critiqué stratège. D'ailleurs, parce que ces tactiques n'arrangent pas d'autres partis politiques. Non mais attendez, je viens de le dire en ce moment que nous ne sommes pas là pour nous faire faire des cadeaux. Il fait du pêche dans l'aquarium. La pêche dans l'aquarium. Comment ça? Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il est en train d'épuiser dans d'autres Non mais il est question de stratégie. Surtout même de pas manière question de puiser dans notre parti. Finissez, on en arrive, parce que là, vous avez ouvert une brèche à adhérer sur votre... dans notre parti politique. Les gens y viennent parce qu'ils en sont convaincus. Pourtant, ce n'est pas l'information que nous avons. Quelle est l'information que Il y a des anciens bourgmestres, d'ailleurs, ils sont partis. Pour la plupart, ils ont été contraints au risque de perdre leur poste. Aviez-vous interrogé ou interviewé un des leurs qui vous a ouvertement dit que les choses... Non mais attends, les choses sont... Ils ne les diront jamais devant la caméra. Les choses sont officielles lorsque ça passe dans une voie officielle. Donc il ne faudrait pas nous emmener dans un terrain des spéculations. Pourtant, nous ne sommes pas là. Nous parlons de choses par conviction. C'est parce que moi, je suis adhéré parce que j'ai été convaincu de la vision de cet homme et je pense qu'il a quelque chose à apporter de plus dans l'évolution de la République. Et donc, par là, je disais que nous ne pourrons pas changer les choses si nous sommes en dehors du système. Et c'est ce que plusieurs jeunes aujourd'hui ne comprennent pas. Il nous faut adhérer, il nous faut y être, il nous faut se mélanger avec ces gens. Je dis, il y a que des esprits faibles qui se font corrompre pour changer d'idéologie. Pourtant, ces jeunes même, quand ils naissent, ils ont déjà cet esprit-là. La corruption, ils l'ont déjà dans leur ADN, pour la plupart. Vous pensez que c'est la plupart? Pour la plupart, ok? Et beaucoup même, quand ils vous parlent hors caméra, ils font plus allusion à des 21 millions, à 21 000 dollars qui se distribueraient dans l'hémicycle jusqu'aujourd'hui. On n'a pas encore de preuves. Vous savez le rôle beaucoup, important. Ils vont pas parce qu'ils ont la passion de servir l'État, pas parce qu'ils ont la passion d'impacter les choses comme vous les décrivez, mais parce qu'ils voient ce que la politique offre aujourd'hui. Je dirais une chose, c'est que la République ne va pas s'arranger ou s'améliorer d'un coup. C'est tout un grand processus, c'est tout un grand chantier où il faut commencer par des fondamentaux.
Aujourd'hui, le problème, c'est un problème de base, un problème vraiment alors élémentaire qu'il faudrait d'abord s'y atteler. Il faudrait d'abord s'y atteler sur ça. Je pense aujourd'hui qu'il est important de commencer à enseigner les fondamentaux de la République, les fondamentaux de l'histoire de notre pays, les fondamentaux de la culture de notre pays et même d'une prospection politique, d'une vision politique dans son ensemble, d'un programme de la République dans son ensemble dans les 50, 60, 70 prochaines années. Ce qui permettront à des générations qui sont en train aujourd'hui de venir de savoir avoir des repères. Vous allez comprendre aujourd'hui comme moi que c'est difficile, nous n'avons pas des repères. Nous n'avons pas des repères, nous n'avons pas beaucoup, nous n'avons pas Autant beaucoup parlent aujourd'hui de Lumumba, il était jeune. J'ai dit que nous n'en avons pas beaucoup. Et aujourd'hui, il est important pour nous aujourd'hui de travailler en fonction de cette projection pour avoir des repères politiques. Et moi, quand je parle d'une génération alternative, je vois beaucoup plus les exceptions qui gagneront ce combat du renouvellement, du changement, du système politique. Ceux qui pourront faire un pas en avant, c'est eux-là qui auront la charge ou la mission d'implémenter cette vision, d'implémenter cette conception, même cette idéologie, même au niveau élémentaire de base. Jonathan Kalumba, vous êtes au sein de l'Alliance des Congolais progressistes. Tout à fait. C'est parti qui a à peine une année, quelques mois. Vous avez déjà combien de gouverneurs, combien de bourgmestres? Vous en avez déjà combien? Non, on a 2 gouverneurs. Vous en avez combien? C'est ce que on a 2 gouverneurs. On est curieux de voir quel parti. On a le gouverneur du Maïndombe, Mme Rita Bola, on a le gouverneur de Kinshasa, l'autorité morale. Est-ce que vous savez qu'une frange de la population accuse votre autorité du parti d'être à la base d'une vaste corruption au sein de la classe politique? Il achète même des consciences. Et pour preuve, après votre rendez-vous du stade des Martyrs, il y a eu des informations selon lesquelles beaucoup des caisses de l'État ont été secouées parce qu'il fallait que l'autorité montre sa force. Vous savez, la force d'une république réside dans ses institutions. Nous avons des institutions d'investigation. Nous avons l'IGF, nous avons la justice qui est là. Et s'il y avait ne serait-ce que des soupçons dans ce sens qui avaient dérangé ou bourdonné dans les oreilles de ces institutions compétentes, capables d'enclencher ou de déclencher une procédure pour remettre l'État dans ses droits, je pense que cela serait déjà fait depuis très longtemps. Nous sommes un parti organisé. Nous sommes un parti organisé, un parti visionnaire, un parti avec des convictions. Nous avons déjà plus de 1 million d'adhérents. Pour la plupart, ce sont les membres du PPRD et de l'UDPS. Mais attendez, je suis en train de me répéter qu'il est question de conviction. Donc c'est des bonnes guerres politiques. Mais oui, attendez. Okay. Nous n'allons pas nous réveiller un matin. Les hommes n'appartiennent pas à des partis politiques. Il est question des convictions. Si je suis plus convaincu d'être quelque part, qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que je suis en prison? Je ne suis pas en prison. Vous comprenez? Donc c'est dans cet élan. Les gens ont été convaincus par la vision de Gentili Ngobila ainsi que de la CP et ils ont manifesté leur bon vouloir d'y adhérer et de nous accompagner dans notre quête du pouvoir. Et je ne pense pas où est le mal à avoir même les gens qui viennent de ce côté-là. Lorsque j'étais en train de préparer cette émission, quelqu'un m'a dit de vous poser cette question. Parmi les missions primaires d'une formation politique, c'est d'abord la conquête du pouvoir. Ce qui veut dire que vous militez pour conquérir le pouvoir. Tout à fait. Mais il y a une jurisprudence aujourd'hui, c'est le PPRD. Permettez-moi de parler du PPRD parce que c'est le parti qui a été créé lorsque Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Ce n'est pas le parti qui a porté Joseph Kabila au pouvoir. Ce qui ressemble un peu au cas de votre, qui est presque similaire à votre cas. Aujourd'hui, votre chef de file est gouverneur de province. Du coup, le parti
est en train de grandir, vous pensez sérieusement qu'après le pouvoir, l'impact ne se fera pas sentir? Après le pouvoir, tous ces militants sur qui vous comptez aujourd'hui seront toujours dans vos rangs, du moment où nous voyons ce qui se passe avec le PPRD aujourd'hui. Vous savez, une des missions d'un parti politique, c'est une formation idéologique de la population. On n'adhère pas à un parti parce qu'on s'est réveillé un bon matin, on pense devenir ministre quelque part. On adhère à un parti... Pourtant, beaucoup aujourd'hui viennent parce qu'ils voient déjà un intérêt. Mais Sachant non, que vous êtes au pouvoir, ils savent que... On ne refuse personne au sein de notre formation politique et tout le monde est libre d'adhérer à l'Alliance de Congolais progressistes, mais nous sommes un parti à la quête du pouvoir. Bah, vous n'avez pas Nous sommes un parti, nous sommes une formation au sein de l'Union sacrée, nous accompagnons la vision du président de la République. Ce qui veut dire que Jean-Tini Ngobila-Fils, la nous sommes présidence aussi à la quête du pouvoir. Non, pas du tout, je n'ai pas dit ça. Nous sommes à la quête du pouvoir dans le sens où parce que vous en avez déjà. Nous sommes en capacité aujourd'hui, l'ACP, avec le travail que nous avons fourni sur terrain, d'accompagner et de faire élire le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme président de la République en 2023. Donc c'est déjà votre candidat. Mais bien sûr, nous l'avons déclaré. Ok. Parce que nous parlons de l'ACP et de votre autorité morale, comme ça s'est dit ces derniers temps, permettez-moi d'entrer un peu dans tout. Je vous en prie. Le conseiller privé du chef de l'État, Bifor Bisselele, a été interpellé, auditionné à l'ANER. Du coup, on se réveille un matin, on apprend que le gouverneur Ngobila aussi a été interpellé dans le même sens parce qu'il serait des connivences avec l'ancien conseiller privé du chef de l'État. On peut comprendre ce qui se passe concrètement? Écoutez, moi je pense qu'il y a certaines questions qui doivent rester dans son concept, dans son cadrage. Que le gouverneur Ngobila soit entendu à l'agence de renseignement ou pas, ça ne change rien en opposition. Non, je ne vois pas, aucun lien. C'est pas l'opposition qui en parle. Je ne vois aucun lien aujourd'hui qui ferait à ce que le gouverneur Jean-Tini Ngobila ait des problèmes ou soit vu comme complice de qui que ce soit, justement parce qu'il entretient une relation familiale, je ne sais pas, extra-politique. Mais il n'est pas le seul à avoir de relations familiales, comme vous les définissez. Mais c'est ce que j'ai dit. Cela ne donne pas droit. Cela ne donne pas droit aux personnes mal intentionnées de vouloir interpréter d'une autre manière ou d'essayer de spéculer pour essayer de ternir l'image du gouverneur. Parce que d'aucuns pensent qu'aujourd'hui, comme ce fut le cas avec Jean-Marc Kaboun, si jamais il serait trouvé lui aussi dans la même position, l'ACP va basculer dans l'opposition, comme c'est connu. Nous sommes un parti politique avec des convictions. Un parti politique, d'ailleurs, d'abord dans une formation politique, il est question de partenariat, il est question d'affiliation, de prospection d'ensemble. Et je pense que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soutenant, parce que c'est une des personnes aujourd'hui qui soutient aussi notre formation politique, l'ACP, et fermement parce qu'il compte sur cette formation politique pour son élection en 2023. En bon tacticien, c'est quelqu'un qui nous a fait confiance, c'est quelqu'un en qui nous faisons aussi confiance, et l'ACP, c'est une grande formation politique avec des grands leaders dont nous sommes convaincus qu'une fois au fourneau, une fois que décembre 2023 approche, nous ferons élire Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République. Donc je ne pense pas que nous allons nous attarder sur la similarité de Jean-Tini Ngobila ainsi que de Jean-Marc Kaboun, parce que ce n'est pas la même chose. Alors, lorsqu'on parlait avant cette émission, il y a eu une question que je vous ai posée et j'attendais la réponse. Je vous avais demandé de ne pas répondre à cette question parce que nos téléspectateurs, c'est la pause également. Vous étiez dans l'activisme et aujourd'hui on vous retrouve au sein de la classe politique.
au sein d'une formation politique, qu'est-ce qui a pu changer pour que vous puissiez abandonner ce qui est considéré comme la société civile? Vous savez, Est-ce que c'est pour des raisons pécuniaires? C'est des raisons... non. Déjà, je vous dis que je suis quelqu'un qui évolue déjà bien d'une manière... je suis un businessman, j'ai mes affaires à côté, donc je n'ai pas à me plaindre financièrement Mais sur certaines cela ne veut questions. rien dire. On a vu beaucoup de politiques, beaucoup de businessmen devenir Non, des quand on politiques fait la aujourd'hui. politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Ok. Nous Donc, sommes, ok, vous êtes venu moi pour je conquérir le pouvoir. vois, il y a des hommes politiques, les hommes politiques sont comme des gens qui sont appelés, c'est un apostolat. On ne vient pas, on ne tombe pas dessus comme un cheveu dans la soupe. C'est quelque chose qu'il faut avoir dans le sang, il faut avoir vraiment dans ses gènes. Donc moi je pense que j'ai été appelé pour faire la politique. Et en étant dans la société civile, c'était pour moi une manière d'observer le fonctionnement de l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est même ça le rôle de la société civile. Une façon d'observer de l'extérieur, des observateurs extérieurs pour interpeller, pour recadrer, pour critiquer négativement tout comme positivement le fonctionnement des institutions de la République, le fonctionnement de l'État par les politiques. Donc, à cet effet, j'ai vu que pour moi, il n'était plus question d'être un observateur parce que je voulais être acteur d'un changement dans ma génération. Donc, je me suis dit, cette hargne que j'ai de servir la République, pourquoi gaspiller autant de temps en étant un observateur qui ne participe pas dans l'action? Okay. J'ai voulu être en pleine action et voilà pourquoi c'est même une des causes qui m'a vraiment alors orienté sur la voie de la politique. Très bien. Parce que nous parlons toujours du renouvellement de la classe politique. Le pays traverse une période très tumultueuse dans la mesure où nous sommes agressés par le Rwanda. Tout à fait. Et la majeure partie de ceux qui sont aujourd'hui actifs dans les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut plus faire fi de réseaux sociaux, ce sont des jeunes. Et vous qui prenez le changement, le renouvellement de la classe politique, quelle analyse faites-vous aujourd'hui des discours tenus par certains jeunes plutôt, qui se réclament de l'opposition ou qui sont tout simplement contre la gestion du régime actuel, face surtout à cette agression? Nous sommes un pays démocratique. Nous sommes un pays démocratique. À la limite, à certaines limites, il est toujours permis à quelqu'un de donner ses opinions, de dire ce qu'il pense, hein, en tout respect des lois, hein, et de vie privée de certaines personnes. Donc je pense que nous sommes un pays démocratique. Je n'ai pas à empêcher les gens de parler, de dire, de critiquer. Même la gestion de la chose de l'État par ce régime. Moi, ce que j'ai à faire, faisant partie d'une formation politique qui gère la République, c'est continuer à donner comme conseiller politique ou analyste mes opinions, conseiller à donner ce que je pense qui serait le mieux à faire ou adapter à tel secteur d'activité pour faire avancer les actions, pour faire avancer la vision que nous avons pour la République. Donc je n'ai pas à être un obstacle pour les opinions des autres. Lorsque le pays traverse une telle période et que nous tombons sur certains discours qui sont à peine à considérer plutôt comme jetant de l'eau au moulin de l'agresseur, vous pensez vraiment que c'est ça l'exercice démocratique? Non, mais moi je pense que... Non, pas du tout. Je suis de ceux qui pensent, je suis de ceux-là qui prônent l'esprit patriotique. Nous sommes un pays agressé aujourd'hui et l'attitude de tout patriote, c'est un soutien indéfectible à son gouvernement. Ce n'est pas peut-être le cas pour les gens. Je désapprouve totalement ces propos antipatriotiques
qui ont tendance à déstabiliser ou à jeter de l'huile au feu ou à discréditer même les actions de notre gouvernement face à cette situation sécuritaire. Donc vous avez vu comme nous tous hier ce qui s'est passé et l'armée rwandaise qui a attaqué un de nos avions Sukhoi, chasse, ouais, voilà, Sukhoi 25. qui survolait sur l'espace aérien congolais. Donc c'est déjà un acte de guerre, c'est une provocation délibérée de l'ennemi et nous avions vu la réaction du gouvernement qui a dit qu'il prenait acte de cet acte de guerre. Et beaucoup jugent que ce n'est pas efficace. Qui dit qu'il ne se laisserait pas faire. Cette face réaction, à cette situation. on trouve pour certains que ce n'est pas efficace. Il fallait. Non, mais nous sommes un pays responsable. Vous comprenez? Nous sommes un pays responsable dirigé par des personnes responsables qui ont le sens de l'État. Donc, ça donnait à des tendances épidermiques n'est pas souvent bon quand on est gestionnaire de l'État. Donc, il est souvent question d'analyse, il est souvent question de perception des conséquences qui peut engendrer. Vous savez, une guerre, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. Donc moi, je pense que laissons la possibilité au gouvernement d'analyser minutieusement, de faire fonctionner sa cellule stratégique pour nous donner ou répondre correctement à cet acte délibéré de provocation du Rwanda vis-à-vis de notre pays. Le processus électoral, nous en parlons. Vous vous êtes fait enrôler déjà. Êtes-vous candidat? Si oui, dans quelles circonscriptions et quelle est la recette nouvelle? Parce que vous parlez plus du renouvellement. Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui apporter à l'hémicycle? La première des choses que j'aimerais apporter à l'hémicycle, c'est du sérieux. J'aimerais participer au sein. Il n'y a pas de sérieux au sein de notre hémicycle. Et nous l'avons vu. Nous l'avons vu. D'ailleurs, cette assemblée n'a pas aidé pendant ces quinquennats à faire avancer les intérêts de la population, les intérêts de la République. On était beaucoup plus dans les avantages personnels, dans ce qu'ils peuvent avoir pour se mettre à l'aise. Nous parlons de 21 000 $, nous parlons de tout ce qui se passait comme avantage des députés qu'ils ont eu depuis tout ce quinquennat. Et moi, je pense que ce n'est pas sérieux tout simplement d'hypothéquer les intérêts de la population pour ses intérêts personnels. Qu'est-ce que vous allez apporter une fois à l'hémicycle? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Beaucoup sont nous allons apporter du sérieux, nous allons apporter l'effectivité dans les prérogatives même des représentants du peuple. Est-ce que vous savez que c'est-à-dire élaborer des lois, c'est-à-dire élaborer des lois, contrôler l'exécutif. Aujourd'hui, on est face à quelque chose où on peut même penser que ça ne va pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'assemblée dans ce pays. C'est une caisse de résonance ou bien... Mais vous êtes citoyen comme moi. Nous observons. 21 000 $, ça scandalise. Même si jusqu'ici, on n'a pas encore de preuves. C'est beaucoup trop. Je pense qu'il doit y avoir baisse même dans les institutions. Et vous, une fois député, vous pensez que vous allez plaider pour qu'on... Vous savez, quand on est représentant du peuple ou quand on est gestionnaire dans les affaires de l'État, il faut le sens même de l'État. Il faut ce comportement d'homme d'État qui doit être reflété même dans toutes les actions que l'on pose au fur et à mesure. Je trouve inconcevable aux élus du peuple, en tenant compte du pouvoir d'achat d'un Congolais sur 100 millions en République démocratique du Congo, d'accepter avec autant de légèreté d'avoir 21 000 $ à l'Assemblée. C'est une aberration et je pense que le peuple doit ouvrir les yeux, le peuple doit se prendre en charge. Voilà même pourquoi moi je conseillerais au peuple, à la population, de se pencher vers de bonnes formations politiques, de voir
de s'orienter vers des formations politiques qui prônent un progrès, qui prônent un changement, qui prônent une certaine façon de faire qui s'avoisine à l'excellence. 2023, ce n'est pas seulement l'année électorale, mais c'est aussi l'année de beaucoup d'enjeux, l'année des bilans. Votre chef du parti, qui est le gouverneur de la ville, parce que nous sommes obligés de les traiter comme tels, étant donné qu'il occupe des fonctions de l'État, quand bien même il est votre chef du parti, cette histoire du grand marché, du marché central, l'école à la peau, pensez, avec ces discours, avec cette tache d'huile sur le drapeau de votre parti, vous allez facilement vous faire élire en 2023. Parce que tout le monde sait que ACP appartient au gouverneur Ngobila, qui est auteur de cette affaire, le fondateur dont on parle du parti. Ouais. Mais vous êtes citoyen comme moi, vous vivez en RDC, à Kinshasa précisément, et vous suivez l'actualité de notre pays. Le gouverneur a eu une interview avec un de vos collègues, M. Jean-Marie Kassamba, sur Télé 50, où il a parlé de ce problème de grand marché. Vous savez, pour ceux qui veulent qu'il commence à y avoir des miracles, je ne sais pas, il faudrait que Dieu puisse descendre pour gérer. Ça a pris 2 ans avant que le travail ne débute. Non, mais attendez. Le gouverneur a fait une mise au point. Le gouverneur a donné des éclaircissements clairs, plutôt clairs de ma part, je pense. D'abord, il y a toute une procédure, tout un procédé. Il faut d'abord des études qui ont pris presque 1 an. Mais il fallait attendre. C'est un marché aujourd'hui qui va, une fois fini, aura la capacité de recueillir plus de 300 000 personnes par jour, avec plus de 80 000 vendeurs dans les étalages. Il y aura des toilettes à tous les niveaux des étages, et vous comprenez que c'est un grand travail. C'est un grand travail architectural d'abord, et il faudrait des études bien pointues pour permettre à ce que ce travail soit achevé. Les études nous ont pris plus d'1 an, sans compter les efforts pour réunir tous les moyens nécessaires pour effectiviser ce travail. Aujourd'hui, je parlerai d'Ngobila comme même le bâtisseur même de la vision du président de la République. Je veux bien tout ce que vous expliquez là, je suis d'accord avec vous. Mais la question est celle de savoir, vous pensez vraiment que ce discours-là passera plutôt devant cette vendeuse ou ces vendeurs qui avaient pour seul unique source Aujourd'hui, permettez. Ces vendeurs qui avaient son unique source de revenus, le marché central, c'est là où il allait faire ses business, ses affaires. Il allait vendre pour nourrir sa famille. Et vous pensez qu'une fois devant une telle personne, elle va facilement vous accorder sa voix, sachant que vous êtes à la base de son malheur. Laissez-moi vous répondre sur ce point-là. Est-ce que vous savez, la mission d'abord première de l'État, c'est de protéger la population. C'est que vous n'avez pas fait. Vous comprenez? Aujourd'hui, le gouverneur, en venant au pouvoir, au gouvernorat de la ville, vous êtes quinois comme moi. Pouvez-vous me dire l'état à laquelle se trouvait le grand marché de Zando? Ça vaut de faire le bilan. C'était un marché aujourd'hui. L'état des lieux. Vous y restez 2, 3, 4 jours, vous tombez gravement malade. Pourtant, il y avait des gens qui y restaient. Mais non, nous sommes gestionnaires de l'État. Nous gérons la ville. Nous ne pouvons pas cautionner. Voilà le laxisme même que vous voulez mettre en avant. Non, mais je veux bien que les choses soient bien faites. Ne mettons pas en avant le laxisme. Écoutez, l'État a des rôles. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre le temps de faire des études avant de casser? L'État a des rôles à jouer dans la vie de la population. D'abord, premièrement, nous ne pouvons pas laisser un marché comme Zando à l'état à laquelle se trouvait dans la ville de Kinshasa. Sillonnez le monde. Allez voir si vous trouveriez un marché
dans cet état qui avait avant ça. Et non seulement ça, deuxièmement, on avait un type là, c'était un Libanais qui, comment je peux dire, je sais pas, il se faisait des millions sur les dos des Congolais sur ce marché. Fait louer le marché. Vous comprenez un peu? Okay. D'une manière illégale. Et ce sont des gens comme ça qui géraient en toute illégalité. Il y avait un laxisme sans précédent. Il y avait un désordre que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez pas comprendre. D'abord, la première mission, c'est d'abord de mettre de l'ordre dans la gestion de l'État. Donc, nous, en tant que ville de Kinshasa, le gouverneur, quand il a observé, quand il a vu ces choses, nous avons passé d'abord à une démarche, une procédure tout à fait normale et légale. C'est d'abord de mettre hors d'état de nuire cette personne qui se faisait des millions sur le dos des Congolais, d'une manière illicite. Deuxièmement, mettre les Congolais dans un état hygiénique approprié. Il fallait essayer d'évacuer ce marché, essayer de voir comment en recréer un autre. D'abord, c'était une décision d'ailleurs du président de la République, je ne sais pas si vous aviez suivi, devant tous les bourgmestres, etc. Donc, troisièmement, il fallait faire des études pour construire un marché approprié à la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa était une ville conçue pour 400 000 habitants. Nous sommes à peu près environ 15 millions d'habitants de la ville de Kinshasa. Tout le monde va acheter sur le marché des Indes. Vous comprenez un peu dans l'état à laquelle le gouverneur a vu les choses. Il ne faudrait pas mettre la vie des gens en danger. Il fallait commencer par casser ce marché. Sans faire des études. Et aujourd'hui, ça a pris tout le temps. Nous n'avons pas cassé ce marché. En réveillant un matin, le gouverneur descend, il commence à casser. Non, il y a eu des experts qui sont venus casser ce marché. C'est le temps que ça prend. Non, mais attendez, il fallait casser le marché, voir l'état du sol. Okay. Il faut poser la question aux experts en matière architecturale, en matière de construction. Il fallait casser le marché. Il fallait que les experts puissent descendre sur terrain, faire une expertise de la terre, voir si la terre était appropriée, en mesure de recueillir un si gros marché en capacité d'accueillir 300 000 personnes et puis un marché en étage. Okay. Ça demande des études, alors des études pointues qu'on ne peut pas faire à la légère puisque c'est la vie des gens. Demain, si on construisait vite en besogne ce marché et que 6 mois, 7 mois après, le marché s'écroulait avec 300 000 personnes, qui diriez-vous? C'est avec légèreté que le gouverneur a construit ce marché. Donc, vous voyez, nous avons un gouverneur responsable, un gouverneur avec une vision d'aigle, un gouverneur qui voit les choses pas comme tout le monde. Laissons-lui le temps d'exécuter avec le délai qu'il a, parce qu'il a dit que nous allons inaugurer ce marché en décembre 2023, si tous les moyens seront réunis, et nous espérons que tous les moyens seront réunis, en fin de compte, pour que nous puissions inaugurer ce marché avant 2023. Alliance des Congolais progressistes, vous êtes également membre du parti de l'Union sacrée. Le bilan du chef de l'État est critiqué, analysé de diverses manières. Jonathan Kalumba, votre analyse du bilan des 4 ans, 5 ans déjà pratiquement, de Félix Tshisekedi à la tête du pays? Il suffirait de voir le bilan de Gentili Ngobila pour en dire quelque chose. Kinshasa n'est pas con, il est la RDC. C'est ce que j'ai dit. Il suffirait d'ailleurs d'abord de voir comme exemple ce que Ngobila fait pour Kinshasa. Mais est-ce qu'ailleurs, et essayer de voir. Non, mais essayez de voir. Kiabula Katwe, essayez de voir Fifi Masuka, essayez de voir. Mbujima, tous les gouvernants, essayez de voir. On a pris des scandales. Vous savez, dans toute gestion d'État, il y a toujours des personnes sans conscience, il y a toujours des personnes qui viennent pour ternir. Le président Joseph Kabila l'a dit, que si j'avais eu 15 personnes autour de moi, je ferais de ce pays un paradis. Donc, il y a toujours des gens qui viennent pour nuire à la vision de quelqu'un. La volonté politique du président de la République, je n'ai jamais vu un homme avec aussi une grande volonté politique de faire avancer et de faire émerger la République. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup... Et aujourd'hui, si vous voyez des gens comme le gouverneur Ngobila soutenir ardemment, prononcer devant toute une assemblée
qu'il soutiendra la candidature du président de la République en 2023. Même avec ses moyens propres, il est en train de faire vivre un grand parti comme l'ACP pour soutenir. Vous affirmez alors qu'il est aux affaires de l'État? Non, mais il est aux affaires et attendez. D'abord, il faudrait que je vous dise quelque chose. Dites-moi. Le gouverneur Ngobila est patron avant d'être gouverneur de la ville. Je dirais même que le gouvernorat l'appauvrit. Comment ça? Vous comprenez? Parce qu'il n'est pas en capacité de gérer ses affaires seul. Aujourd'hui, comme il le voulait, ses affaires privées. Je parle des affaires privées. Donc, s'il est venu en politique, c'est par apostolat. C'est parce qu'il a le devoir de servir la République. Il faudrait prendre les choses dans un angle. Le gouverneur de la République est un grand homme d'affaires. Suivez son parcours depuis ses 25 ans. C'est quelqu'un qui a créé plusieurs entreprises en France, à Paris, où il a engagé plus des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Congolais, même des étrangers, même de Français. Donc c'est quelqu'un qu'il ne faudrait pas prendre à la légère parce qu'il est gouverneur de la ville. Donc en parlant de ça, aujourd'hui, il s'y met au service de la République, même pour soutenir le président de la République, Fachi Béton, dans sa vision, même avec ses moyens propres, où il est en train de faire vivre un grand parti comme l'ACP, avec tous les leaders qu'il y a là. On a fait le stade de martyr. Non seulement que les membres de notre parti politique ont contribué, ont fait les cotisations. 500 000 ont disparu. Mais vous avez, il y a eu des enquêtes, on a vu qu'il y avait eu des casses, des personnes mal intentionnées sont venues pour jusqu'ici, faire certains qui une casse à la ville. Ben bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu des enquêtes. Je pense que l'État, la justice, les choses sont déjà entre les mains de la justice, laissons la justice le faire sans pour autant l'influencer. Beaucoup d'autres Quinois n'ont pas encore digéré cette affaire. Ils estiment que c'est avec l'argent de la ville. Mais c'est ça que je demande aux Quinois. C'est ce que moi je demande. Kinbopeto n'est pas... Aujourd'hui, on ne sait plus comprendre cette affaire. Est-ce que vous pouvez le dire Kinshasa sans trou. Comme un Quinois. Kinshasa zéro trou. Ça patauge, il y a deux... Vous savez, des nids d'oiseaux partis. Quand on évoque certaines questions, il faudrait aussi en tenir compte des responsables. Le gouverneur Gentini Ngobila n'est pas responsable numéro 1 du programme Kinshasa zéro trou. C'est un programme du gouvernement central et le gouverneur Gentini, en tant que gouverneur, n'est que là pour une petite supervision. Et aujourd'hui, le programme Kinbopeto, allez voir comment ceci dit, vous voulez donc tout jeter sur le dos du gouvernement central. On ne jette pas sur le dos du gouvernement central, on a nos prérogatives qui ont des limites et c'est sur base de ces limites que nous défendons notre bilan. Nous ne pouvons pas nous rapprocher sur des tâches qui sont exclusivement du gouvernement central. Nous avons les nôtres et nous sommes en train de les défendre. Aujourd'hui, vous voyez ce que le gouverneur est en train de faire des espaces publics à Kinshasa. Il y crée des parkings publics. C'est pour une première. On voit les parkings, ils sont en train de se créer. On voit. Alors, chuter parce que là, nous avons un homme d'État. Faites d'abord un bilan de Fachi. Le bilan du président de la République. Et puis le dernier message est largement positif en termes d'ambition aussi. Et je pense que c'est quelqu'un qui mérite vraiment des acteurs politiques sérieux, comme Gentini Ngobila, qui peuvent l'accompagner de cœur. Vous savez, plusieurs ne l'accompagnent pas de cœur, plusieurs l'accompagnent en profit, et pour juste profiter des fonctions qu'ils peuvent avoir au détriment des intérêts de la République. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a de bonnes ambitions, c'est quelqu'un qui a une volonté politique pour le pays et il a juste besoin de s'entourer de personnes solides avec une volonté de vrai pour l'intérêt de la République. 2023, la centrale électorale a ajouté 25 jours retardateurs, compte tenu également de certains couacs techniques. Un message à ceux qui n'ont pas encore rempli ses devoirs civiques. J'appelle tout le monde. Et surtout, si vous êtes candidat, vous avez dit, vous avez des ambitions. Je serai candidat à la Lukunga. Vous avez l'occasion de passer le message. Non, mais j'appelle toute la population congolaise, les Quinois, ainsi que la population de la Lukunga, Ngaliema, de venir massivement s'enrôler pour nous donner la possibilité d'échanger les choses.
voter est un droit. Et nous avons ce droit-là aujourd'hui de changer les choses pour ne pas se plaindre demain de ce que les gens auront à décider sur notre sort. Donc je pense qu'il relève de notre responsabilité, de notre devoir citoyen, de nous y atteler, avoir nos cartes d'électeurs, nous projeter dans l'avenir et lire entre les lignes en termes de vision, de prospection et même de stratégie des hommes d'État qui peuvent diriger ce pays demain pour accompagner le président de la République, Fachi Béton, qui passera en 2023 avec une large majorité à mener la République à bon port. Jonathan Kalumba. Merci. C'était un plaisir Merci de vous recevoir sur ce plateau. Non, les plaisirs étaient pour En tout moi. cas, c'est la première fois, mais ce n'est pas la Vraiment, dernière. Vraiment que Dieu nous bénisse. Nos portes restent ouvertes pour vous recevoir à tout moment. Vraiment. Alors, pense que nous allons toujours nous revoir. au plaisir. Merci. Je vous en prie. Merci. Pour tous qui nous avaient suivis, c'était un plaisir de suivre cette émission, de savoir surtout que vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Nos portes restent ouvertes à tous les jeunes qui tiennent au renouvellement de la classe politique. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir, mais avec un autre invité. Au revoir.